jour, chers collègues, l'ordre du jour appelle la présentation du rapport d'information sur le projet de loi de finances pour 2018. Je tiens à féliciter sa rapporteure, Fiona Lazard, pour la grande qualité de son travail, qui plus est mené dans des délais très serrés. Malgré cela, ce sont des nombreuses heures de travail sur le PLF, ainsi que 4 auditions de la délégation des droits des femmes, 5 auditions rapporteurs, qui ont été nécessaires pour vous présenter ce rapport que vous avez tous entre les mains ce soir. J'en profite également pour saluer le travail mené par notre équipe d'administratrices qui nous est fort précieux au quotidien. Vous le savez, le président de la République a fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat. Cet engagement se traduit bien évidemment dans les chiffres avec un budget sanctuarisé pour les 5 prochaines années. Mais surtout, cet engagement se concrétise par un nouveau paradigme de l'action publique. Le combat pour l'égalité n'est pas le domaine réservé d'un ministère et doit au contraire irriguer l'ensemble des politiques publiques jusqu'à en constituer une part inaliénable de leur ADN. Pour cela, une approche transversale, systémique et coordonnée de l'égalité était indispensable et c'est à la bonne place, en tant que secrétaire d'État auprès du Premier ministre, que Marlène Schiappa peut la mener avec dialogue, complémentarité, mais surtout efficacité. En outre, parce que la politique à l'égalité est transverse et couvre un champ bien plus large que le programme 137, j'ai souhaité que la délégation se saisisse du PLF 2018 afin de dresser un panorama complet, détaillé et éclairant sur les choix budgétaires et opérationnels que le budget 2018 consacrera à la politique en faveur de l'égalité. C'était la première fois que la délégation droits des femmes demandait à être saisie par la Commission des finances sur un texte financier et la présentation de ce rapport est donc un moment dont je veux mesurer avec vous l'importance. Je laisserai bien entendu Fiona Lazard vous présenter les conclusions de son travail, mais ce rapport ne constitue pas une fin en soi. Il a vocation à être un formidable outil qui nous permettra de mieux exercer notre travail de législateur, à la fois à travers les propositions qui pourront alimenter amendements ou propositions de loi, mais surtout, il nous permettra de suivre avec précision l'exécution de la politique menée par le gouvernement et d'exercer ainsi un contrôle toujours bienveillant, mais aussi exigeant et réactif de l'action de l'exécutif. Car si nous connaissons aujourd'hui une égalité femmes-hommes dans les droits, sa traduction dans les faits ne peut plus souffrir aucun retard, aucune excuse. Ce rapport doit être une sorte de guide, un guide pour veiller à l'effectivité des actions et de l'affectation budgétaire. Il n'est plus possible de constater avec impuissance que l'ensemble des crédits alloués à l'égalité ne sont pas dépensés. Car lutter pour l'égalité entre les femmes et les hommes, ce n'est pas faire de l'égalitarisme, ce n'est pas une doctrine. C'est in fine permettre à chaque femme, à chaque homme de notre pays, non pas d'accéder aux mêmes droits, mais bien de les vivre pleinement au quotidien, de les vivre en tant qu'individus libres et émancipés. Aussi, si nous sommes aussi concernés, aussi attentifs et aussi exigeants sur les politiques d'égalité inscrites dans le projet de loi de finances, c'est parce que nous savons toutes et tous que derrière ces mots, derrière ces chiffres, c'est la promesse républicaine de liberté qui est en jeu. Ce n'est plus un défi, c'est un impératif. Je passe maintenant la parole à Fiona Lazard pour nous présenter son rapport sur le projet de loi de finances pour 2018. Nous poursuivrons ensuite, chers collègues, avec une séance de questions. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, la Présidente l'a dit, c'est la première fois que la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes se saisit sur un texte budgétaire. C'est bien là une illustration concrète du volontarisme qui nous anime toutes et tous au sein de la DDF et un signal politique fort que nous envoyons alors que la thématique de l'égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée grande cause nationale du quinquennat. Et par ailleurs que des événements regrettables l'ont placée en haut de l'agenda médiatique. Comme pour toute première, les conditions de mise en œuvre ont parfois été un peu baroques, puisque les travaux ont pu commencer il y a à peine 3 semaines, le rapport ayant été lancé le 11 octobre. Malgré ce temps contraint, le travail mené nous permet d'ouvrir de nombreuses pistes qui mériteront d'être approfondies tant les enjeux sont complexes.
Dans cette perspective, la délégation a conduit plusieurs auditions au cours de 4 séances d'audition qui ont eu lieu au mois d'octobre. Nous avons entendu la direction de la législation fiscale, la direction générale de la cohésion sociale, la Fédération nationale Solidarité Femmes, ainsi que l'Agence française de développement. J'ai également entendu, lors d'auditions rapporteurs qui étaient ouvertes à l'ensemble des membres de la délégation, des responsables de la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles, le Mouvement du Nid, le Centre Hubertine Auclair, la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi que Madame Hélène Périvier, qui est économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Couvrant des sujets qui sont très nombreux, ces auditions ont été extrêmement riches et ont conforté mon choix de ne pas m'arrêter au seul programme 137, Égalité entre les femmes et les hommes, mais bien de couvrir les 2 parties du projet de loi de finances et d'approcher de manière synthétique l'ensemble du très vaste champ de la politique publique d'égalité. Je tiens, avant de commencer, à rappeler le caractère contraint de l'action parlementaire dans le cadre des discussions budgétaires. En effet, les parlementaires ne peuvent ni diminuer les ressources de l'État, ni créer de charges publiques. C'est le fameux article 40 de la Constitution. Et donc, je tiens à préciser que les recommandations que je propose ici prennent acte de cette règle constitutionnelle. Dans ce cadre, l'objet de ce rapport est bien d'aboutir à des propositions concrètes pour une meilleure prise en compte des enjeux d'égalité femmes-hommes dans le budget et une meilleure effectivité des politiques publiques en la matière. Je présente ainsi 19 propositions concrètes dans ce rapport. Et la première d'entre elles, c'est justement de renforcer le suivi des textes financiers par les délégations aux droits des femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat pour assurer une meilleure prise en compte de ces enjeux. Alors, quelles sont les grandes conclusions de mes travaux ? La première entrée pour parler d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est bien entendu le programme 137, qui est le programme budgétaire dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui fait partie de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances. Le programme 137 est exécuté par la Direction générale de la cohésion sociale, sous l'autorité politique du secrétariat d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce programme est composé de 4 actions budgétaires. La première, c'est l'action 11, qui porte en grande partie sur l'égalité professionnelle et qui sera de 4,9 millions d'euros pour 2018. On a ensuite l'action 12, qui se consacre à la lutte contre les violences sexistes. Le budget ici est de 18,4 millions d'euros. La troisième action est l'action 15, sur la lutte contre la prostitution, environ 5 millions d'euros. Et enfin, comme dans la plupart des programmes budgétaires, une action générale de soutien à la conduite du programme 137, qui est l'action 13, pour une enveloppe d'1,5 million d'euros. Donc au total, le budget du programme 137 s'élève à 29,8 millions d'euros pour 2018, soit un chiffre qui est en légère augmentation par rapport à 2017. On peut noter que les actions de promotion des droits, de prévention et de lutte contre les violences sexistes représentent 62% des crédits du programme et constituent donc bien une vraie priorité. Alors que la maîtrise de la dépense publique et du déficit constitue une priorité politique et économique et que la trajectoire des finances publiques repose sur une baisse de plus de 3 points du poids de la dépense publique, dont 0,7 points en moins dès 2018, ce budget traduit réellement l'engagement du gouvernement. Alors, je proposerais d'aller un peu plus loin et d'atteindre la barre symbolique des 30 millions d'euros en allouant 200 000 euros supplémentaires, par exemple à l'action 15 sur la lutte contre la prostitution. Je pense que cela constituerait un signal fort à l'égard des acteurs du secteur et des Français. Ces 200 000 euros pourraient ainsi provenir de l'action communication du programme 124, qui est un programme doté d'1,5 milliard d'euros. Au-delà du montant du budget inscrit en projet de loi de finances, quels sont les enjeux pour le programme 137 ? Le premier enjeu, c'est celui de la sincérité budgétaire. Depuis des années, le delta est saisissant entre les chiffres qui sont annoncés lors des projets de loi de finances et les montants qui sont effectivement exécutés. Ainsi, entre 2012 et 2016, la moyenne était à 22,4 millions d'euros effectivement dépensés par an. C'est particulièrement vrai si on s'attache à l'exercice 2016, où l'enveloppe votée était de 27,6 millions d'euros et que ce qui a été exécuté n'est que de 22,7 millions d'euros. Donc l'enjeu pour 2018, c'est vraiment de voter
un budget pour l'exécuter. Le gouvernement a, à cet effet, donné des signes encourageants, avec notamment un engagement de ne pas geler les crédits et de sanctuariser le budget sur l'ensemble du quinquennat. Par ailleurs, comme pour l'ensemble du PLF, la réserve de précaution, qui est une sorte de matelas de sécurité, est abaissée en 2018 de 8% à 3%. Ça veut dire que sur une base de 30 millions, c'est 1,5 million d'euros qui seront ainsi dégagés. Donc, je pense que ces divers éléments laissent présager d'une exécution supérieure des crédits et je m'en réjouis car les enjeux sont grands. Une fois que l'on a parlé du budget du programme 137, le deuxième enjeu, c'est bien celui de l'efficacité et de l'effectivité des outils que nous mettons en place. En effet, les sous-exécutions chroniques s'expliquent notamment par le fait que certains programmes budgétisés ne sont pas mis en œuvre ou n'ont pas la montée en charge espérée. C'est par exemple le cas de la loi du 13 avril 2016 sur le système prostitutionnel, qui prévoit notamment des parcours de sortie pour les personnes en situation de prostitution qui ont dû être reportés, avec pour l'année 2017 par exemple, une prévision de seulement 30 parcours de sortie effectifs, alors que près de 1000 parcours avaient été prévus dans le budget. Donc je souhaiterais faire une recommandation à ce sujet, puisque c'est un sujet qui est extrêmement important. Et c'est d'ailleurs pourquoi le budget prévoit une enveloppe de 2,4 millions d'euros pour accompagner les parcours de sortie. Je pense que pour accompagner de manière adéquate la montée en charge du dispositif, il serait utile de mener une mission en 2018, une mission parlementaire d'évaluation de la loi du 13 avril 2016, ce qui permettrait de faire un état des lieux du dispositif. Par ailleurs, un certain nombre de mécanismes vertueux ne sont pas tout à fait efficaces aujourd'hui. La loi Sauvadet de 2012, par exemple, sur les nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique, ne peut pas être appliquée faute d'outils fiscaux permettant de percevoir les amendes. On peut penser également à l'obligation d'égalité professionnelle pour les entreprises, qui est une loi du 9 novembre 2010 et dont le décret a été pris le 18 décembre 2012. Il est encore difficile aujourd'hui d'évaluer les sommes qui sont perçues à ce titre. C'est pourquoi je proposerais de renforcer le suivi de ces sommes perçues dans le cadre de ces dispositifs et qu'elles soient réaffectées en priorité au programme 137. Par ailleurs, l'efficacité des politiques publiques, elle est aussi par le travail parlementaire de contrôle et de recommandation. Et je pense qu'à ce titre, des progrès considérables sont à faire dans la mise à disposition des données. Je vous donne un exemple sur le document de politique transversale qui compile l'ensemble des politiques interministérielles qui concourent à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il n'est aujourd'hui pas disponible. J'ai ainsi dû me baser sur des chiffres plus anciens pour le présent rapport. Donc, je souhaiterais recommander d'améliorer l'information du Parlement en matière budgétaire en instaurant un délai de publication des documents de politique transversale au plus tard 20 jours après l'adoption du PLF en Conseil des ministres pour nous laisser le temps de pouvoir travailler les données. Enfin, je tiens à préciser que le programme 137 joue un effet de levier. Il permet de mettre le pied à l'étrier à certaines associations qui peuvent par la suite rechercher des financements et des partenariats. C'est dans ce cadre important de simplifier un certain nombre de procédures. Je pense notamment au Fonds social européen. On a rencontré plusieurs associations qui ont exprimé les difficultés à bénéficier de subventions du FSE. Et je pense qu'on pourrait également essayer de renforcer, d'accompagner davantage les acteurs de terrain en renforçant les partenariats avec les ministères et les pouvoirs publics. Je le disais dans mon propos liminaire, les enjeux d'égalité femmes-hommes ne se limitent pas aux bornes du programme 137. Il y a une vraie transversalité des politiques d'égalité entre les femmes et les hommes, et c'est un point important que j'ai souhaité soulever dans ce rapport. Les moyens qui sont alloués recouvrent un large périmètre qui mobilise de nombreux ministères, ainsi que d'importantes ressources dans les budgets des collectivités territoriales et de la protection sociale. L'égalité entre les femmes et les hommes est en effet une question transversale car elle touche l'ensemble des sphères de la société. Il suffit de rappeler les trop nombreuses inégalités qui subsistent pour saisir cette réalité. Éducation, emploi, santé, représentation politique, parité, violences faites aux femmes, responsabilité parentale, tâches ménagères, pratiques sportives, retraite,
et ainsi de suite. Cette transversalité implique donc une approche interministérielle. Sans passer en revue toutes les analyses et recommandations dans ce domaine, il me semble important d'insister sur cet aspect transversal et interministériel de la politique d'égalité femmes-hommes. On l'a dit, celle-ci n'est pas portée par le seul programme budgétaire 137, ni uniquement par le secrétariat d'État de Marlène Schiappa. Il s'agit d'une politique intégrée, impliquant un effort financier qui doit jouer un rôle de levier de plus de 310 millions d'euros, d'après les chiffres du dernier DPT disponible. Pour ce rapport, l'importance de la transversalité de la politique d'égalité et étudier plus précisément la façon dont les enjeux d'égalité femmes-hommes peuvent être pris en compte dans les différentes politiques publiques, j'ai souhaité prendre l'exemple de la politique d'aide publique au développement. L'aide publique au développement est portée principalement par 2 programmes budgétaires et interministériels, et il implique de très nombreux acteurs institutionnels. Alors pourquoi l'exemple de l'APD ? Pourquoi l'exemple de l'aide publique au développement ? Parce que c'est un champ où la prise en compte du genre est assez mature et elle amène des résultats intéressants, notamment grâce à la mise en œuvre d'une stratégie genre et développement. Un récent rapport du Haut Conseil à l'égalité estime ainsi qu'en 2016, près de 30% de l'aide bilatérale au développement concernait des projets intégrant un objectif prioritaire ou secondaire d'égalité femmes-hommes. Comme le souligne ma recommandation numéro 12, il me semble important de continuer à faire preuve de volontarisme politique pour s'assurer que nous atteignions le plus rapidement possible l'objectif de 50% d'aide publique au développement intégrant des enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes. Ainsi, cet exemple permet de souligner que n'importe quelle politique publique peut et doit développer une méthodologie pour mieux intégrer les enjeux d'égalité. Au-delà du budget de l'État, d'autres budgets sont en effet directement impliqués dans la politique d'égalité entre les femmes et les hommes. Les dépenses des collectivités territoriales d'une part, les dépenses de protection d'autre part. Ainsi, dans le domaine de la politique familiale, par exemple, dans laquelle un effort particulier est mené pour aider les parents à mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, même si, bien sûr, la prise en charge des jeunes enfants n'est pas une question qui concerne uniquement les femmes, les inégalités persistent dans ce domaine et c'est bien souvent sur les femmes que repose cette charge de conciliation. Donc les questions de garde d'enfants ont un réel impact sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et elles impliquent d'importants moyens financiers. En 2015, ce sont près de 30 milliards d'euros qui ont ainsi été alloués à l'accueil des enfants de 0 à 6 ans. Je souhaitais formuler une recommandation à ce titre. Donc, bien que la politique familiale soit davantage de l'ordre du PLFSS que du PLF, c'est bien une question de transversalité des questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Une mission parlementaire a été lancée sur le sujet de la politique familiale. Et je pense qu'il serait utile que la délégation aux droits des femmes soit entendue par le rapporteur de cette mission. Dans la même logique, je tiens à souligner que de nombreuses mesures du PLFSS participent directement à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense notamment à la hausse de l'allocation du complément de mode de garde pour les familles monoparentales, dont 85% sont des femmes, ou encore à la revalorisation du minimum vieillesse, dont 56% des bénéficiaires sont des femmes. Enfin, et c'est un point important, il y a aussi de vrais enjeux dans la fiscalité. C'est ce que j'ai souhaité étudier dans la 3e partie de mon rapport. En effet, si un certain nombre de dépenses fiscales sont rattachées au programme 137, on pense à la garde d'enfants ou à l'emploi d'une personne à domicile, un sujet sur lequel il me semble l'intérêt de nous arrêter est celui de l'imposition sur le revenu. Le choix du système fiscal n'est en effet pas neutre, comme cela a pu être évoqué durant les auditions. C'est pourquoi je soutiens pleinement la possibilité de permettre aux couples de choisir l'imposition sur le revenu séparé et que je recommande de lancer le droit d'option prévu dans le programme présidentiel dès le PLF 2019. Je me suis également penchée sur la défiscalisation des dons aux associations. Alors qu'on pourrait croire que ce dispositif serait éloigné des enjeux d'égalité, des questions se posent quand, par exemple, des associations promeuvent des actions qui vont à l'encontre des politiques publiques en la matière. À ce sujet, je pense que c'est un sujet qui mériterait d'être approfondi et je pense utile qu'il fasse l'objet d'un travail parlementaire.
Donc on le voit, dans le domaine fiscal également, les problématiques sont nombreuses. Dernier point abordé dans ce travail, la nécessité de mieux prendre en compte les enjeux d'égalité femmes-hommes, les textes financiers. Nous l'avons largement évoqué, les textes financiers ne sont pas neutres et participent directement de la promotion de l'égalité femmes-hommes. Pour intégrer plus efficacement les enjeux d'égalité femmes-hommes dans chaque politique publique, il est alors nécessaire que les textes financiers prennent en compte ces problématiques dès leur conception. Je pense au PLF, au PLFSS ou au projet de loi de règlement. Ceci me semble d'autant plus important que je tiens à rappeler que les inégalités entre les femmes et les hommes ont un coût réel pour notre pays et notre économie. Une piste d'action que je dégage de ce rapport serait d'une part de renforcer le fondement juridique des études d'impact qui sont prévues par la loi en inscrivant le volet égalité femmes-hommes dans la loi organique et d'autre part d'améliorer la qualité de ces études. Ça peut passer par plus d'informations, une meilleure formation du personnel ou un rôle accru du secrétariat général du gouvernement, par exemple. Avant de conclure, je souhaite insister sur le fait que la mise en œuvre de budgets sensibles au genre est aujourd'hui une étape incontournable pour intégrer pleinement les enjeux d'égalité femmes-hommes dans l'ensemble des politiques publiques. Pour rappel, la budgétisation sensible au genre consiste à prendre en compte les enjeux d'égalité femmes-hommes dans l'ensemble des décisions budgétaires. Je salue le volontarisme du gouvernement en la matière et je soutiens pleinement le lancement d'une mission portant sur la budgétisation sensible au genre confiée au Conseil à l'égalité, ainsi que l'expérimentation qui va être conduite au sein du ministère de l'Agriculture. À mes yeux, la progression en matière de budget sensible au genre est une priorité. Et c'est pourquoi je recommande de développer le recueil d'informations genrées dans l'ensemble des champs des politiques publiques et d'établir une feuille de route précise pour accompagner le développement de ces expérimentations. Avant de laisser place à vos remarques et vos questions, permettez-moi de revenir succinctement sur les grands enseignements de ce travail. Dans un premier temps, au titre du budget 2018 pour le programme 137, il me semble que le défi à relever est celui de la bonne exécution des crédits et de l'efficacité des politiques publiques que nous menons. Des signaux encourageants ont été donnés par le gouvernement. Il conviendra d'en suivre l'exécution en 2018. Pour autant, il convient de souligner que les enjeux d'égalité dépassent largement le programme 137. De nombreuses pistes restent à explorer et à travailler pour améliorer la prise en compte de ces enjeux dans l'ensemble des politiques publiques. Les travaux en cours sur la budgétisation sensible au genre ou les réflexions qui vont être menées par des parlementaires sur la politique familiale sont autant d'occasions à saisir pour défendre la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est pourquoi il faut continuer à faire vivre politiquement ces sujets, notamment dans les textes financiers qui ne sont pas neutres. À cet égard, le Parlement et plus particulièrement les délégations droits des femmes ont un vrai rôle à jouer. Je vous remercie, mes chers collègues, pour votre attention et suis à votre disposition pour répondre à vos questions, en particulier celles relatives aux propositions que je nous propose de porter au titre de la délégation droits des femmes. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure, d'abord pour ce travail extrêmement fourni, détaillé et pour l'ensemble de vos propositions et pour, par ailleurs, cette présentation synthétique qui ne devait pas être aisée à présenter devant nous. Je vous propose maintenant peut-être de prendre des questions sur le travail qu'a mené Madame Lazare. Monsieur Viry, je crois que vous aviez une question. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, en premier lieu, et très sincèrement, je voudrais féliciter Madame la rapporteure pour son travail et pour l'initiative qui a été prise et accordée de mener ces investigations. Vraiment, c'est le travail que vous avez conduit, cet inventaire et ces propositions sont fortes et je tenais à le souligner. Et ça peut effectivement nous donner une feuille de route par rapport à notre réflexion transpartisane au cours des 5 ans qui nous animent. Il n'en demeure pas moins que le sujet qui nous préoccupe, ce sont les moyens budgétaires alloués à cette cause qui nous rassemble. Vous avez donc, je cite de mémoire, évoqué des crédits ouverts cette année, enfin proposés au vote à hauteur de 29,8 millions d'euros. Vous avez dit en légère augmentation.
Vous avez préconisé effectivement symboliquement d'atteindre 30 millions d'euros avec une proposition pour l'action 15. Sachez qu'à titre personnel, j'y suis très favorable, mais j'y reviendrai dans un instant, si vous voulez bien, sans être trop long. La deuxième chose que je voulais dire, au-delà du volume, de la volumétrie des moyens alloués, c'est la sincérité du budget sur lequel vous êtes revenu. Je crois que le gouvernement, et ça a été dit ce matin en commission des affaires sociales par Mme Pénicaud sur un tout autre sujet, a comme maître mot la sincérité des comptes. C'est important. On parle beaucoup de la moralisation de la vie politique et publique, on parle beaucoup de la confiance à restaurer. La sincérité fait partie de ces choses essentielles. Force est de reconnaître que la réserve de précaution qui avait été, comment dirais-je, mobilisée au mois de juillet dernier, ça a fait mal. Ça a fait mal à toutes celles et ceux qui se mobilisent pour cette cause de l'égalité homme-femme et qui, sur le terrain, attendaient la libération de crédit. Et si d'aventure cette pratique était désormais bannie, ça serait pour tous les acteurs de terrain quelque chose de confortable et qui, en tout état de cause, confinera la sincérité de ce qui est dit et voté lors d'un PLF. J'avais été, pour ma part, comment dirais-je, perplexe. En tout cas, je ne sais pas quel a été votre sentiment lorsque nous avions auditionné la DGCS. J'avais été perplexe sur la façon dont la haute administration avait une approche par rapport à la cause qui est la nôtre. Et je veux bien comprendre, je veux bien croire, sans faire de procès à personne, que pour libérer des crédits votés par rapport à l'exécution des crédits que vous évoquiez il y a un instant, qu'une forme de bureaucratie puisse effectivement être compliquée et puisse au final amputer des moyens qui pour autant sont votés par la représentation nationale. Donc je vous rejoins là encore sur la volonté peut-être de mener cette mission d'évaluation ou tous travaux parlementaires qui permettent peut-être de mettre un peu la pression sur la haute administration pour leur montrer que si les crédits sont votés, il convient de les libérer pour que les associations puissent en faire usage. Ça me paraît être effectivement une très bonne chose. Mais je vous l'ai dit, j'avais écouté les 2 ou 3 intervenants, je ne sais plus, avec beaucoup d'attention, mais j'avais senti réellement une emprise sur le sujet, sur les crédits, alors que ce ne sont pas leurs crédits. Ce sont des crédits de la nation, pour une cause. Et donc je suis satisfait que vous ayez, avec les mots qui sont les vôtres, avec la prudence qui est la vôtre, que vous ayez mis le doigt sur quelque chose que vous aviez peut-être également ressenti. Alors, je conclurai mon intervention par la question, effectivement, des moyens supplémentaires qui sont nécessaires. C'était, je crois, la présidente ou la vice-présidente de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Je lui avais posé la question, elle avait dit, mais on a besoin de quoi? On a besoin d'argent, on a besoin de plus de moyens. Et c'est un peu le maître mot, le leitmotiv de chacun. La force, elle est là, le courage est là, les idées sont là pour tous ceux qui sont sur le terrain, mais manifestement, il leur faut une aptitude financière, une capacité à faire. J'ai entendu qu'effectivement, l'égalité femmes-hommes était une priorité du quinquennat. Il n'en demeure pas moins que je reste sur ma faim à la vue, à la lecture et à l'examen de ce PLF sur le programme 137, et je m'interroge. J'ai un peu le sentiment que les moyens manquent à l'ambition qui est ainsi accordée. Je pense que c'est, enfin en tout cas, pardonnez-moi cette analyse, sur certains aspects, c'est un budget en trompe-l'œil. Il y a tout d'abord le rattachement des EICCF au programme 137, ce qui fait qu'on sort d'un programme des sommes pour les remettre dans le programme 137, ce qui fait que mécaniquement, on augmente la volumétrie du programme 137, tout en rognant néanmoins les crédits, parce que je crois qu'en 2017, c'était 5 millions, alors que là, ce n'est que 3 millions, ce qui permet effectivement d'arriver à 29,8, mais en réalité, à part ce rattachement administratif, il n'y a pas de moyens complémentaires. Je dirais bien au contraire qu'il y a des crédits qui sont sur différentes actions rognés. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je le dis, sans vouloir faire de mauvaises polémiques. Je m'interroge toutefois sur les moyens qui sont alloués à l'ambition qui est la nôtre. Deuxième réserve sur ce PLF, c'est, dirais-je, le maître mot de la transversalité. Bien sûr que la politique publique sur cette grande cause nationale, elle est transversale. Mais la transversalité, ça peut être aussi un moyen de masquer les insuffisances. Et je vous rejoins, et j'en terminerai par là, par cette mission d'information que vous souhaitiez éventuellement que l'on se saisisse pour véritablement qu'on comprenne et qu'il y ait une lisibilité très, très claire, très forte sur finalement les moyens
qui sont alloués à cette grande cause. Les enjeux sont élevés. Je crois que le degré d'exigence de la délégation aux droits des femmes doit être très élevé. En tout cas, merci de nous ouvrir la porte par vos travaux. Merci, Monsieur Viry, pour cette intervention. Je tiens à saluer, dans le cadre de ces travaux, votre souhait, effectivement, de travailler dans une logique transpartisane. Et je vous remercie, effectivement, à la fois de votre présence et de cette présentation et de vos propos sur ce rapport. Madame la rapporteure, peut-être souhaitez-vous échanger directement avec Monsieur Viry ? Je vous remercie pour votre intervention. Effectivement, je pense que le fait que vous souhaitez travailler de manière transpartisane est à souligner. Je pense que c'est la volonté de l'ensemble des membres de cette délégation. Sur vos inquiétudes ou vos questionnements sur le budget, je pense que, je l'ai dit et je vais le répéter, la question des crédits qui sont votés par rapport à ceux qui sont exécutés est un réel sujet. Et là, lorsqu'on voit les engagements qui sont pris par le gouvernement d'exécuter les crédits qui seront votés, permet de faire grossir l'enveloppe qui va être allouée à ces questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc je pense que l'insincérité du budget et le fait qu'il n'y aura pas de gel, que le budget va être sanctuarisé sur les 5 années du quinquennat, permet de donner de la visibilité et c'est un engagement fort du gouvernement. Merci, Madame Laza. Monsieur Gouffier-Cha. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, merci, vous venez de répondre, je pense, à la question que je me posais également, mais j'en profite, comme mon collègue Viry, pour saluer, la démarche nouvelle qui a été faite avec ce premier budget du quinquennat, de se saisir de ce sujet, et de la qualité des travaux qui ont été menés. Vous nous présentez un rapport, vous nous avez associé à ces travaux, un rapport qui pose un grand nombre de réflexions et de propositions qui, à mon avis, vont nous permettre d'animer nos échanges transpartisans sur ces questions, bien entendu, tout au long du quinquennat. Et effectivement, ma question, parmi celles que vous aviez relevées dans votre présentation, relevait également sur cette question des deltas et de ce que l'on peut attendre sur le budget 2018 et les années qui viennent, mais vous venez d'y répondre, il me semble. Merci, Monsieur Gouffier-Cha. Madame Romero-Diaz. Merci. Madame la rapporteure, donc, vous l'avez dit, c'est la première fois que la DDF porte son analyse sur le projet de loi de finances. À ce titre, je tiens à vous remercier pour la qualité des travaux que vous avez menés et les recommandations pertinentes que vous portez. Vous abordez dans le cadre de ce rapport un certain nombre de points qui font référence aux discussions du PLFSS. Selon vous, devrait-on élargir ce type de rapport au PLFSS l'année prochaine? Madame la rapporteure, je crois que vous êtes très sensible à ce type d'interrogation. Merci Madame la Présidente. Merci pour cette question. En effet, j'ai essayé dans ce rapport d'aller au-delà du programme 137 et au-delà du PLF et d'aborder quelques thématiques sur le PLFSS. Je pense notamment à la politique familiale, mais pas que. Effectivement, je pense que ce sont des sujets qui portent de véritables questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, nous gagnerions à nous saisir de ces textes. Après, il est vrai aussi que nous sommes parfois limités en termes de moyens, mais je pense que oui, au même titre que nous étudions le PLF, il faudrait pouvoir avoir la possibilité de se saisir du PLFSS ou d'autres textes sur lesquels nous serons amenés à travailler. Merci, Madame la rapporteure. Madame Oconi. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Des louanges aussi quant à la qualité de votre exposé et à la façon dont vous avez abordé ce sujet. Merci de l'avoir fait. Deux sujets pour compléter déjà un certain nombre de choses qui ont été dites. La première chose, c'est que au niveau des financements, nous sommes aujourd'hui dans un budget contraint et nous sommes tous et toutes contraints d'un certain nombre d'économies et c'est une réalité.
Alors, je pense que quand nous nous situons dans cette conjoncture financière et économique, il faut que nous soyons un peu créatifs dans la façon d'optimiser à la fois les financements, mais aussi d'aller chercher d'autres financements. Et à ce sujet, vous disiez, entre l'adoption d'un budget et son exécution, il y a souvent un gap. Je suis totalement d'accord, et dans de nombreux domaines. Et la solution par rapport à ça, c'est la simplification. Et là-dessus, je pense qu'il faut qu'ensemble et de façon extrêmement transpartisane, nous arrivions enfin à tenir des engagements sur la thématique que porte la délégation des femmes et de l'égalité homme-femme, mais bien au-delà d'ailleurs, hein, sur l'ensemble des commissions dans lesquelles nous travaillons, la simplification des procédures administratives, c'est un gain de temps, et un gain de temps, c'est un gain d'argent. Et donc, il faut absolument qu'on porte ça et que, quelque part, on se l'écrive dans un document comme celui que vous avez fait, même si vous l'avez abordé tout à l'heure de façon assez précise. Deuxième sujet, vous avez parlé du Fonds social européen, FSE. Moi, j'ai été parlementaire européenne. Je suis, et c'est toujours le même esprit, tout à fait stupéfaite de voir combien d'autres États membres de l'Union européenne consomment ces fonds européens. Il y a le FSE, mais il y a aussi le FEDER et le FEADER. FEADER qui permet à des femmes de la ruralité d'obtenir des financements pour une certaine mutation de leur activité dans le monde agricole. C'est par exemple des maisons d'hôtes, des chambres d'hôtes qui sont financées par le FEADER et qui permettent à des femmes d'agriculteurs d'arriver à un complément de rémunération. Eh bien, j'ai noté que dans certains États de l'Union européenne, l'accès à ces fonds était largement plus simple que pour ce qui concerne la France. Et là encore, c'est que ce que je suis en train de dire, parce que finalement, c'est l'image de l'Europe qui est entachée de cette complexité, alors même qu'il s'agit d'un problème franco-français, et on le sait tous et toutes. Donc, le FSE, c'est un vrai sujet. La simplification d'accès au FSE, c'est un vrai sujet. Et je pense que dans la mission qui est la nôtre, c'est un sujet dont nous devrions nous saisir, parce qu'il y a des idées simples. Il suffit d'aller voir ailleurs comment ça marche pour les décliner sur nos territoires français, et ça nous ferait beaucoup de bien. En tout cas, merci de cette qualité de travail. Merci Madame Oconi. Point de vue d'ailleurs sur une sorte de benchmark que nous pourrions mener, que je trouve extrêmement pertinente. En effet, nous n'avons pas le monopole des bonnes idées en France en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, et nous devons également nous inspirer de nos modèles, de nos confrères européens. Madame Peyrol. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, bien évidemment, je me joins à l'ensemble de mes collègues pour saluer ce travail. Et moi, ce que je souhaite saluer, c'est le côté vision à 360 degrés et ne pas s'être limité effectivement au seul programme dont on connaît effectivement l'importance, mais c'est vraiment c'est un premier pas, j'ai envie de dire, et ça annonce beaucoup de choses pour la suite, pour notre délégation. Donc vraiment, merci et bravo, et je pense que vous pouvez compter sur nous tous pour vous accompagner dans la suite de ces travaux, parce que vous avez parlé de simplification. Moi, je pense qu'il y a aussi le sujet de l'évaluation sur lequel il va falloir absolument qu'on se penche. Moi, je voulais juste revenir sur la partie 4 de votre rapport sur l'amélioration nécessaire des études d'impact. Et il est vrai que, alors moi je suis commissaire aux finances et je me suis amusée à regarder dans la toute première partie, on en a déjà parlé ensemble, il y a une petite ligne dans une annexe qui est censée justement, il est noté quel est l'impact pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on trouve la phrase magique à chaque fois qui est « cette mesure n'a pas d'incidence directe sur l'égalité entre les femmes et les hommes ». Alors que, par exemple, je prends un exemple tout simple qui est l'article 17 qui prévoit en fait d'affecter une partie de la TICPE, compensation des transferts de compétences aux régions et départements par attribution d'une part du produit de la TICPE, donc dans le département de Mayotte, et qui est censé être transféré à ce département pour créer un service de protection maternelle et infantile. Donc là, nous dire qu'il n'y a pas d'impact, il y a quand même un sujet. Donc en fait, la question que j'aimerais vous poser, déjà je vous trouve, là je vais dire quelque chose de pas politiquement correct, mais vous notez dans vos recommandations en améliorant la qualité des études d'impact. Est-ce que vraiment il y a une vraie étude d'impact qui est faite aujourd'hui? Est-ce que dans les auditions que vous avez pu mener, en fait, de quelle manière justement ces analyses sont faites?
parce que vraiment, je m'interroge encore une fois. Je pense qu'il y a beaucoup d'articles dans cette première partie du PLF qui ont un impact sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc voilà, ma question, c'est de savoir, à travers vos auditions, est-ce que vous avez pu identifier, discuter de ce sujet-là, de quelle manière ces travaux étaient menés, et si ce n'est pas le cas, il y a peut-être effectivement un sujet à traiter, à mon avis. Madame la rapporteure. Merci pour vos questions et vos remarques. Je pense que les deux dernières interventions montrent que la diversité de nos parcours et de nos profils donne à notre délégation une véritable force. Je pense que votre expérience au Parlement européen sera tout à fait... il faudra qu'on s'appuie sur vous pour travailler sur cette question de simplification de l'accès au FSE. Vous l'aurez noté, c'est l'une de mes propositions, la proposition numéro 4, qui est bien d'étudier les possibilités de renforcer l'accompagnement des porteurs de projets sollicitant des subventions au titre du FSE et d'engager une simplification des procédures dans ce domaine. Donc j'espère que l'on va pouvoir compter sur votre expérience pour avancer sur ce sujet-là. Concernant votre remarque qui est très pertinente sur les études d'impact, et je vous remercie d'avoir pris le temps d'aller regarder dans des textes concrets ce qui était inscrit dans la partie études d'impact. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un sujet qui est assez disparate et qu'en fonction des textes, on peut avoir des informations qui sont assez fournies ou pas du tout. Et je pense qu'il faut qu'on fasse un travail pour que ces études d'impact soient menées systématiquement sur l'ensemble des textes et de manière bien plus approfondie que celle d'aujourd'hui. Merci Madame la rapporteure. Point de vue sur les études d'impact dont nous avions parlé dans les premières réunions de notre délégation, et point qui me semble effectivement essentiel, que d'avoir une exigence quant à ces études d'impact sur l'ensemble des projets de loi, afin effectivement de mesurer de manière très précise l'impact des différentes mesures qui pourraient être proposées, comme ça peut l'être par exemple sur des mesures écologiques, et donc sur effectivement l'égalité entre les femmes et les hommes, et pas seulement a priori, mais également en réalité et en étant très exigeant sur ces études d'impact. Madame Crimi. Merci Madame la Présidente, merci Madame la rapporteure. J'ai parcouru rapidement votre rapport et j'aimerais m'arrêter sur 2 points. Alors le premier, c'est ce que je rejoins toutes les interventions jusqu'à ici. La qualité de votre rapport, la partie transpartisane que je découvre dès mon arrivée. Toutes les idées sur la simplification, je rejoins à 1000%. Sur la saisie aussi des textes des lois. Il faut qu'on revienne à la base de notre délégation. On est les législateurs et la délégation était créée pour ça. Donc le fait qu'on saisit pour la première fois le PLF, je vous félicite énormément sur ce point. Mais c'est qu'un premier travail. Le reste est à venir. Dans chaque texte de loi voté dans cette Assemblée, on a notre mot à dire. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième, puisque je suis à la Commission des Affaires étrangères, je vais intervenir sur l'AFD. Quand on a interrogé l'Agence française de développement semaine dernière, l'axe du numérique n'a pas été adopté. Je reviens à un point, Madame Fiona, elle le connaît très très bien, Madame Lazare, c'est qu'on intervient souvent avec des sommes colossales pour organiser des colloques, pour organiser des interventions, pour faire des actions, c'est très très bien. Mais ça part, 1, chez les consultants, 2, ça part en frais d'organisation congrès. Vous avez un pays, et ça vous le savez, vous avez un pays où on n'intervient pas, l'AFD n'intervient pas en Arabie Saoudite. Pourtant, c'est le pays où les droits de la femme se sont améliorés le plus ces dernières années dans les pays arabes. Donc, je rejoins votre idée d'aller chercher des idées à droite, à gauche. C'est 3 sites en Arabie Saoudite qui ont fait que ce pays, 3 sites Internet, les femmes se prenaient en photo, avec un voile, en conduisant une voiture. C'est ça qui a poussé que l'Arabie Saoudite a adopté cette loi. Donc, c'est OK pour les 50%, mais pas tout à fait rassuré sur l'effet indirect tout le temps.
Pas tout à fait rassurée aussi quand on vient tous des profils très différents et j'étais cost killer dans une ancienne vie. Donc les indicateurs, les pertes, on leur fait dire tout et parfois n'importe quoi. Donc ravi qu'on a deux comme émissaires, qu'on a deux personnes qui nous des affaires étrangères qui siègent à l'AFD et soyez certaines et certains ici. Non, avant 1635, c'est le féminin qui l'emporte sur le masculin. C'est pas voilà, c'est l'Académie française qui a changé d'avis depuis. Donc le féminin l'emporte. Soyez certaines, mesdames et messieurs, qu'on va veiller à la Commission des affaires étrangères en ce qui concerne les droits de femmes et en ce qui concerne le suivi de ces dépenses. Soyez certains qu'on sera présent, très présent. Merci. Merci, Madame Crimi. Madame Calvez. Alors, une nouvelle fois, on peut saluer la qualité du travail, et ce n'est pas juste de faire de la flagornerie, puisque c'est partagé par tous. Aussi bien le rapport que le caractère concret et volontariste des pistes, des propositions, en tout cas, que vous faites. On a ce super matériel. Qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement? Concrètement, la suite de dire lancer en 2018 une mission parlementaire d'évaluation de la loi du 13 avril, ça se demande à qui, comment. Demander au rapporteur, M. Chiche, d'auditionner comment concrètement la délégation peut mettre un coup d'éclairage sur ce rapport. C'est d'ailleurs la tenue de cette présentation, mais comment on peut au niveau institutionnel et moins institutionnel faire que concrètement ces propositions trouvent une voie. Voilà. Merci Madame Calvez. Donc sur le fonctionnement de la délégation et les différentes saisines, il y a effectivement une motivation forte, je crois, qui est partagée par l'ensemble de ses membres, de travailler donc à la fois de manière transpartisane sur un ensemble de sujets qui ne sont pas à proprement parler systématiquement identifiés comme ceux sur lesquels travaille la délégation des droits des femmes. Pour ce faire, nous avons néanmoins, comme je l'ai déjà indiqué, une équipe qui est restreinte. Donc il va falloir effectivement opérer des choix sur les sujets dont nous nous saisirons. Je crois que la recommandation de Madame la rapporteure de se saisir notamment d'une évaluation du projet de loi, de la loi prostitution qui a été adoptée en 2016 à la fin de l'année 2018 me paraît à titre personnel opportune et nous en débattrons ici, mais il me semble effectivement que ça serait une bonne idée qu'il y ait une évaluation quant à l'effectivité de la loi 2 ans après son adoption, donc à la fin de l'année 2018. Par ailleurs, sur les autres sujets, là aussi, il faudra opérer des choix politiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, sur lesquels, encore une fois, nous aurons des choix à faire. Mais je compte sur le dynamisme de cette délégation et les différentes motivations, implications de toutes et de tous pour faire des recommandations en matière de rapport et de saisine. Voilà. Et d'un point de vue effectif, eh bien, la procédure classique, j'ai envie de dire, il faut demander effectivement à être saisi sur les différents textes. J'entends projet de loi, parce que nous pouvons effectivement réaliser des missions d'information. Peut-être pour répondre à Madame Crimi sur son intervention, je pense que vous avez soulevé un point qui est intéressant. J'ai entendu que vous étiez commissaire aux affaires étrangères. Je pense que c'est de notre responsabilité à tous, dans nos commissions, d'avoir un œil et d'être vigilants sur ces questions-là, aux affaires étrangères, aux affaires sociales et ailleurs, éducation, etc., etc. Je pense que c'est de notre responsabilité en tant que député, membre de la délégation aux droits des femmes, d'avoir un œil tout particulier sur ces questions-là, sur l'ensemble des textes et l'ensemble des débats que nous pouvons mener en commission et en séance. Vous parliez de l'Arabie saoudite. Que dire, à part que vous avez raison de dire que les budgets, c'est une chose. Il faut s'assurer que les budgets soient pragmatiques. On a parlé de sincérité, qu'ils soient exécutés, mais aussi qu'ils soient exécutés là où il y en a besoin. Et vous parliez de changements sociétaux. Ils font partie des sujets qui doivent être suivis par la délégation. Effectivement, le numérique apporte de nouvelles opportunités pour les femmes dans les pays en voie de développement, mais pas que. Donc je pense que ce sont des sujets
que nous devons suivre de près et qui pourraient potentiellement faire l'objet de travaux dans la suite de l'aventure. Concernant l'Arabie Saoudite, je crois que nous avons eu des rencontres communes, même si elles n'étaient pas, elles n'avaient pas lieu au même moment. Effectivement, ce matin, avec Madame Florenès et Monsieur Cabaret, nous avons reçu une délégation d'Arabie Saoudite afin de parler effectivement de l'égalité entre les femmes et les hommes, sujet sur lesquels notamment, parce qu'effectivement il y a une demande sociale, mais également économique, il y a effectivement des engagements qui sont pris très pratiques et pragmatiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, notamment à l'échelle économique et professionnelle. Donc, effectivement, il y a un sujet sur lequel nous pourrons nous pencher. Monsieur Cabaret. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, merci pour ce brillant rapport. Vraiment, sincèrement, c'est un très beau rapport. Merci, Madame la rapporteure. C'est vrai que j'ai été étonné d'un chiffre et je voudrais y revenir dessus. C'est 1000 personnes qui ont été prévues pour sortir de la prostitution et c'est seulement 30 personnes qui ont bénéficié de cette sortie-là. Madame Karadec, qui est représentante du NI, a été auditionnée ici. Je n'ai pas eu le plaisir d'être présent, mais je l'avais rencontré aussi et je crois qu'il s'occupe tout particulièrement de cela. Pourquoi cette telle différence et pourquoi ne pas insister sur véritablement cette sortie de la prostitution qui visiblement est au programme de notre secrétaire d'État, Madame Chapia, lors de son retour de France de l'égalité. En tout cas, sur Toulouse, la question va venir sur le sujet. Madame la rapporteure. C'est une très bonne question, Monsieur Cabaret. En effet, sur l'année 2017, il était prévu au budget 1000 parcours de sortie de la prostitution sur cet exercice. Il s'est avéré que les décrets ont mis 1 an avant d'être pris. Donc le dernier décret a été pris, il me semble, au mois d'avril 2017. Donc forcément, il y a eu du délai pour mettre en œuvre cette loi, la mettre en application et pour que les délais, pour que les parcours de sortie soient réellement mis en œuvre. On espère d'ici la fin de l'année atteindre les 30 parcours de sortie de la prostitution. Il a été chiffré pour l'année prochaine un nombre de 600 parcours de sortie de la prostitution. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est important que l'on réalise une mission d'évaluation sur cette loi qui est une vraie avancée pour sortir de la prostitution. Et pour rappeler effectivement que la France fait partie des pays dits abolitionnistes en matière de prostitution. Madame Tristorena. Merci Madame la Présidente. Je voudrais revenir sur... D'abord, je vous félicite Madame la rapporteure pour ce rapport qui est vraiment excellent et très très bien fait et pour le résumé que vous nous en avez fait tout à l'heure. Je voudrais revenir sur la mixité des métiers et je pense qu'il y a un gros travail à faire sur cette mixité des métiers parce que c'est l'avenir et notre avenir, on le construit par les jeunes. Donc, je sais que dans des départements, il y a des choses qui se font et ce serait peut-être intéressant d'arriver à le développer à l'échelle nationale comme des visites en entreprise dans des métiers qui sont justement non mixtes pour nos jeunes lycéens en particulier. Et également sur les structures d'accueil de la petite enfance. J'ai vu que vous aviez visité une crèche. Aujourd'hui, bon, personnellement, je m'occupe de crèches depuis plusieurs années, donc on a vu quand même une évolution, une forte évolution. On a beaucoup de papas aujourd'hui qui viennent à la crèche, qui viennent chercher leurs enfants, et c'est très bien. Donc, effectivement, il faut continuer ce travail de parentalité, aussi de soutien à la parentalité qui est fait au niveau des structures de la petite enfance. Par contre, ce qui m'a marqué lors des débats sur le PLFSS, c'est que nos collègues, globalement, quand ils ont pris la parole, beaucoup, lorsqu'on a parlé des allocations familiales et autres, on est beaucoup venu sur le travail des femmes et pour favoriser le travail des femmes. Je pense que ce soit les allocations familiales, que ce soit les modes de garde, c'est pour favoriser le travail du couple, le travail des parents.
et pas forcément le travail des femmes. Et déjà, je pense qu'au sein de notre Assemblée, il faut qu'on y arrive. Ça ne sera pas simple parce que je pense que même moi-même, des fois, je dois commettre l'erreur parce qu'on est tellement ancré dans cette idée que faire garder les enfants, c'est favoriser le travail des femmes. Essayer de faire en sorte de dire que lorsqu'on utilise un mode de garde, lorsqu'on favorise l'accès aux allocations familiales, ben c'est avant tout pour que le couple puisse travailler, que les deux parents puissent travailler. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Je partage absolument en tout point ce que vous venez de dire. Madame la rapporteure sourit parce qu'elle sait à quel point c'est un, comment dirais-je, un point cardinal de mon engagement à l'égard de l'égalité entre les femmes et les hommes quant à ce partage égal en matière de parentalité. Donc je partage absolument en tout point ce que vous venez de dire. Madame la rapporteure. Non, je pense qu'on ne peut que partager ce point de vue. La parentalité concerne les pères et les mères et bien entendu les questions d'égalité entre les femmes et les hommes ont un lien avec la parentalité, ont un impact sur les carrières professionnelles. Après, il est vrai qu'aujourd'hui, dans les chiffres, en tout cas, on constate quand même que les charges familiales, les charges d'éducation, les charges alors je dis charge, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, j'ai peut-être la charge mentale en tête quand je dis ça, mais les tâches ménagères, etc., restent occupées malheureusement encore beaucoup par les femmes. Donc il y a encore du travail à faire sur ces questions-là et je pense qu'on est tous d'accord ici pour l'affirmer. Et juste pour revenir sur la mixité des métiers, il me semble qu'une mission va être lancée sur les femmes et la science pour aborder ces questions-là. Absolument, ça fera partie des prochains travaux qui vont être lancés par notre délégation. Peut-être d'autres interventions ? Oui, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. À mon tour de m'associer effectivement à l'intérêt de ce rapport qui a montré une lecture totalement transversale avec beaucoup de pragmatisme et c'est ce qui est particulièrement intéressant aussi pour nous. Notre collègue s'est intéressé plus à la lutte contre la prostitution. Moi, je m'intéresserai plus dans cette question que je vais formuler à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et notamment en ce qui concerne les crédits de ce 5e plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, qui malheureusement est en baisse de 3%. Je voulais savoir, en ce qui concerne 2 dispositifs particulièrement prééminents à l'heure actuelle et qui ont donné toute satisfaction jusqu'à présent. Le premier dispositif, il concerne la téléprotection d'alerte grave danger. Donc on sait que depuis qu'il a été mis en place, on a eu plus de 600 victimes qui ont pu être aidées. Actuellement, si ma mémoire est bonne, on doit avoir à peu près 543 téléphones qui sont mis à disposition des femmes. Donc je ne sais pas si ce dispositif va pouvoir perdurer. Et quid également de tout ce qui est actions de prévention qui sont faites en local, ces actions de formation, de prévention. Est-ce qu'elles aussi vont pouvoir continuer? Donc ça représentait 1,2 million d'euros, donc une somme coquette. Mais quand on voit l'impact que cela peut avoir sur les femmes, ce sont 2 dispositifs auxquels je suis attachée parce que j'ai pu voir en pratique, notamment par rapport à ce dispositif de téléprotection, la manière dont un dossier pour une femme pouvait évoluer et des conditions de vie qui étaient totalement changées. Je vous remercie. Concernant votre question sur le téléphone grand danger, il n'y a pas de raison que ce dispositif ne perdure pas puisque c'est un dispositif qui a fait ses preuves et qui, vous l'avez dit, est utile et apporte des résultats qui sont concrets. Donc oui, le TGD, comme on l'appelle, va perdurer. Sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelle, c'est une des priorités du gouvernement. Je pense que la ministre, Marlène Schiappa, le porte d'une manière particulièrement volontariste depuis qu'elle est au secrétariat d'État. C'est sur ces actions-là que l'ensemble des budgets ont été maintenus cette année malgré les difficultés qu'il y a pu avoir. Et je pense qu'il y a une réelle volonté de
de donner les moyens sur ces questions de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et à cet effet, vous parliez d'une diminution des crédits, mais je vous renvoie à ce que j'ai pu dire durant mon audition, c'est que si on compare les crédits qui ont pu être votés par rapport à ceux qui ont été exécutés par le passé, et là, l'engagement du gouvernement d'exécuter l'ensemble des crédits, non, on ne peut pas affirmer qu'il y aura une baisse des crédits sur ces questions-là. Merci Madame la rapporteure. D'autres interventions? Bien, écoutez, je vous propose, chers collègues, d'adopter ce rapport, si tout le monde en convient. Ce premier rapport, porté avec succès par Madame Lazare, que je remercie encore pour ses travaux, et l'ensemble également de l'équipe de la délégation qui a travaillé à ses côtés. Merci, chers collègues. Je vous propose donc de nous retrouver le jeudi 9 novembre à 9 h pour une audition de Madame Emmanuelle Piette, présidente du collectif féministe contre le viol, que nous aurons donc la possibilité d'écouter et à laquelle nous pourrons poser également des questions sur le sujet tant d'actualité qu'est le viol. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci, chers collègues.